Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on avait fait la semaine dernière et si vous voulez, vous pouvez aussi d'ailleurs avoir des remarques éventuellement sur ce qui avait été fait à ce moment-là. Donc on avait commencé cette première partie de la critique de la raison dialectique qui s'appelle question de méthode et on avait vu donc principalement 2 points en résumant beaucoup. Celui qui dit que l'existentialisme doit être intégré à l'intérieur de la philosophie marxiste comme une partie fondatrice, la partie qui va fonder le marxisme sur une ontologie anthropologique, une ontologie de l'être humain qui connaisse l'exactitude de ce que c'est que l'être de l'être humain. Et on avait vu donc on devait retenir des structures générales de l'existence qui étaient le besoin, alors ce qui ne se trouvait pas dans l'être et le néant, donc on ajoute évidemment, disons, avec l'encouragement du matérialisme, le besoin et sinon le projet, le dépassement ou la transcendance et le fait d'être signifiant, d'être producteur de signes, notamment le langage. Donc on avait vu ça c'était des structures de l'humain, enfin oui, de l'existence, c'est-à-dire de l'être de l'humain. Et puis dans question de méthode, il proposait ce qui allait être sa méthode dans la suite de l'ouvrage, à savoir une méthode progressive, régressive, pour connaître un objet historique. Cet objet historique pouvant être un personnage ou un événement, mais concerne donc dans une période plus large. Et pour connaître cet objet, en fait, il faut d'abord faire la régression, c'est-à-dire remonter à l'ensemble des conditions de toutes sortes, sociales, économiques, politiques, même culturelles au sens plus large, qui ont une influence sur cet événement ou qui y ont mené par une suite historique. Et puis, il faut faire ce qu'il appelle alors le côté de la progression ou de la synthèse, c'est-à-dire se refocaliser sur son objet précis et voir comment des liens concrets se font entre cette personne, cet événement et les conditions qu'on a rassemblées d'abord. Et en fait, cette méthode-là, elle permet de ne jamais perdre le concret, de ne jamais faire en sorte que des catégories abstraites, comme la classe sociale, la condition professionnelle, le lieu géographique, etc., donc toutes les conditions du milieu, deviennent en fait les objets abstraits plutôt que les individus ne sont les objets abstraits du mouvement historique. Donc ne jamais hypostasier des catégories abstraites comme on l'a vu qu'on pouvait le reprocher à certains marxistes ou à un certain structuralisme. Donc ça, c'est pour le rappel. Est-ce que ça va? C'était clair? Donc, on commence maintenant, enfin, ce qu'il appelle vraiment la critique de la raison dialectique, et par une introduction qui revient encore sur certains scrupules de méthode, pas du tout les mêmes, mais certains scrupules, par rapport pour l'évitement d'être dogmatique. En fait, il veut tellement éviter d'être taxé de dogmatisme qu'il dit, bon, cette dialectique qu'on veut trouver, il ne faut pas qu'on l'impose, il ne faut pas qu'on veuille à tout prix la faire passer alors qu'elle n'est pas là. Et donc, pour vérifier qu'on trouve bien une dialectique, donc à la fois dans la connaissance et dans l'objet historique de la connaissance, ce qu'on doit faire, c'est toujours faire coïncider l'empirique et la nécessité. Donc, si on est purement empirique, on n'a pas de nécessité. On peut dire, oui, c'est comme ça, mais enfin, ça pourrait être autrement. Si on a seulement une nécessité, on risque de tomber dans le piège de l'abstrait. On n'a pas le concret qui est donné par l'expérience. Donc, on doit toujours pouvoir observer des mouvements dialectiques dans les scènes les plus quotidiennes, dans les situations les plus banales de l'existence. On doit trouver de dialectique, ça c'est l'empirique. Et puis, on doit pouvoir y trouver une nécessité. La nécessité qui est celle, comme on l'a vu plusieurs fois, qui est celle de une contradiction, une situation de contradiction ou de conflit qui est dépassée et qui crée quelque chose de nouveau. Et donc, on doit montrer qu'il y a une nécessité intrinsèque, immanente en fait, à ce qu'il y ait des contradictions et à ce qu'elles soient dépassées. C'est cette nécessité-là qu'il faut montrer. Toujours en se gardant bien de la considérer comme un déterminisme. Donc, bien sûr, sans jamais ramener du déterminisme dans cette histoire. Pourquoi? Parce que la liberté, l'action, enfin, toute la théorie de l'être et néant, bien sûr, qui demeure. Et ce
Ce qu'on va étudier plus particulièrement aujourd'hui, c'est la relation entre l'action et la matière, justement. Mais de nouveau, donc, une précaution préalable sera de montrer comment la connaissance elle-même est liée à la matière. Donc, comment la connaissance, en fait, elle n'est pas idéaliste, hein, c'est éviter le piège de l'idéalisme, d'une connaissance qui est enfermée dans le sujet et qui n'est pas en prise sur le réel, qui est hors sol, hein, comme on dit. Donc, comment assurer que cette connaissance, elle soit bien en prise avec la matérialité du monde? C'est justement en passant par l'action. Donc, on va faire une sorte de syllogisme dont l'action est le moyen terme. On dira la connaissance est une partie de l'action et l'action est toujours en prise avec l'objet matériel, avec la matérialité du monde physique, monde social. Et comment on démontre ces deux parties? Donc, évidemment, la résultante, c'est que, ou la conclusion, c'est que la connaissance est forcément en prise avec la concrétude en passant par l'action. Alors, pourquoi est-ce que la connaissance est une partie de l'action? C'est parce que toute connaissance implique une action, toute connaissance nécessite une action. C'est-à-dire, si je veux connaître quelque chose, en fait, je dois agir. La connaissance n'est pas un état passif. Ce n'est pas quelque chose qui me vient, en fait, tout seul. Je dois faire une série de recherches, d'expériences, d'examens. Donc, j'agis en faisant, en connaissant. Et en agissant, d'une certaine manière, dans une mesure peut-être minime, mais tout de même, je modifie un petit peu les choses. Je vais faire des recherches en bibliothèque, je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui parler, je vais le modifier. Toute action qu'on fait modifie quelque chose dans les relations sociales. Donc, la connaissance est bien une action. Ce n'est pas une pure contemplation, ce n'est pas une pure passivité où les choses arrivent toutes seules. Donc ça, c'est la première proposition. Et la deuxième, donc, c'est que l'action est toujours en prise avec la matérialité. Ça, c'est toute la théorie de l'action qui dit qu'il n'y a d'action qu'en situation. Et qu'une action est toujours un dépassement d'une situation. Au sens de dépassement, sartrien, au sens technique de dépassement, qui signifie toujours justement modifier une situation en fonction de nos propres fins. C'est toujours évaluer quelle est la situation présente, quel est le donné, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, et au moment où j'en fais ce que j'ai envie pour réaliser mes buts, je l'ai dépassé, c'est-à-dire j'ai modifié quelque chose et j'ai fait advenir quelque chose de nouveau, qui est mon propre futur. Donc forcément, je suis toujours en prise avec l'action, je suis toujours en prise avec, encore une fois, la matérialité dans un sens large, qui est désormais le sien, qui est à la fois la matérialité au sens vraiment propre, ceci est une matière, je l'utilise, je me meus tout le temps dans les matières, mais aussi la matérialité sociale, les relations sociales comme une forme de matière, une forme de quelque chose d'institué, de fixé, et donc sur lequel je peux avoir une influence. Et cet objet de connaissance, tout objet de connaissance, on peut le dire dialectique de deux façons. Il peut être dialectique parce qu'il est directement humain. Donc si je prends un objet comme une institution humaine, comme un mode de production humain, comme quelque chose, une invention humaine, évidemment, en tant qu'humain, il est dialectique puisque c'est l'humain qui y a mis son type d'action, qui y a mis ses finalités. Ou bien il peut être médiatement humain, donc indirectement humain, si on peut montrer justement qu'il y a des médiations, qu'il est médié par les relations sociales. Et en fait, ça va être tout le thème de cette séance-ci. Ça va être de montrer qu'il y a une médiation des relations humaines dans tout rapport matériel. Donc, y compris ce qui rassemble des secteurs du monde matériel, ce sont les relations humaines. Et toujours, on passe par cette médiation-là. En gros, si vous voulez, on peut le dire plus simplement, plus trivialement, dans le sens, on n'a jamais affaire à de la matière brute, on a toujours affaire à de la matière qui passe par nos connaissances humaines ou par une transformation humaine déjà faite de cette matière. Donc c'est ça qu'on va approfondir aujourd'hui. Et en fait, Sartre peut conclure qu'il a déjà répondu à la question ou à l'objection ou à la difficulté de savoir comment on peut faire de l'histoire en étant à l'intérieur de l'histoire. Il a justement montré que c'était une nécessité. Il est impossible
connaître l'histoire sans être à l'intérieur d'elle, puisque la connaissance est action et que l'action est ancrage dans une situation concrète. Forcément, pour connaître de l'histoire, il faut être dedans. Donc, au lieu que ce soit une objection pour dire oui, mais vous avez un point de vue, une perspective qui est située, etc., il répond, il retourne l'argument en disant mais justement, je dois être situé, sinon je ne pourrais même pas connaître. Ah, donc, vous voyez, c'est un retournement assez habile. Et alors, la structure du premier livre qu'on va voir aujourd'hui, c'est... je ne reprends pas la structure telle qu'elle est parce que je vais chercher certains, j'insiste sur certains passages plus que sur d'autres, donc je vous donne une autre structure que celle du livre. Celle que je retiens, c'est que puisque le livre porte sur la relation entre l'action et la matière, donc, encore une fois, avec toujours le but de chercher si on peut en rendre compte par un mouvement dialectique. Est-ce qu'on va y trouver des mouvements dialectiques? On va le découper, ce thème, en deux grandes parties. L'une qui concerne simplement l'organisme vivant. Donc l'être humain, en tant que simplement organisme vivant, il a déjà un premier rapport à la matérialité. Le vivant a un rapport avec la matérialité environnante, évidemment. Donc on va commencer par examiner celui-là. Et la deuxième grande partie, ça sera la production humaine proprement dite, comment elle a un rapport avec la matérialité. Ce sera un peu plus complexe. Il y aura deux parties dans cette deuxième partie. L'une qui montre justement les médiations dans les relations humaines. Ce sera à partir d'une scène, vous allez voir, très concrète, donc ça va être très parlant. Et la deuxième, par laquelle on terminera, ce sera montrer comment il y a une aliénation de l'action, donc un détournement de l'action, par la matière ouvrée ou matière travaillée. Donc, dès le moment où on a aménagé la matière, où des humains ont aménagé la matière en fonction de certaines fins, il peut y avoir un retournement, une contre-finalité, un retournement contre l'action, et donc la matière peut devenir aliénante à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on verra à la fin. Donc, je commence par la partie qui concerne l'organisme vivant et son rapport avec la matérialité extérieure. C'est caractérisé par le besoin. Donc ce rapport est caractérisé par le besoin. C'est le besoin. C'est-à-dire tout organisme vivant, il fait tout d'abord l'expérience du besoin. Et ce besoin, c'est la première négation de la négation. Alors pourquoi il dit ça, négation de la négation? Parce que chez Hegel, la négation de la négation, c'est un mouvement dialectique. Donc il faut qu'il y ait une négation, une première négation, et une deuxième qui réagit contre elle en la niant à son tour. Donc c'est un dépassement de deux négations qui se nient l'une après l'autre. Prenez bien négation dans un sens large. C'est pas juste dire ceci n'est pas. Ça c'est la négation au sens vraiment logique ou linguistique. C'est pas seulement dans ce sens-là. Négation, ça veut dire opposition. Ça veut dire refus, rejet de quelque chose. Ça veut dire conflit. Donc c'est négation dans un sens large et actif, vous voyez, concret. Je nie quelque chose quand je le rejette, quand je vise à l'éliminer. Tout ça va se retrouver comme relation. Donc le besoin est négation de la négation, parce que la première négation, c'est celle qui vient de l'inorganique vis-à-vis de l'organisme. Pourquoi il y a une négation de l'inorganique vers l'organisme? Par la rareté, par le manque. C'est-à-dire que l'organisme a besoin d'utiliser des ingrédients de son environnement pour poursuivre son propre fonctionnement, pour continuer à vivre. Il a besoin d'utiliser des éléments inorganiques qu'il trouve dans son environnement. Mais l'inorganique le nie en ce sens qu'il lui refuse certains éléments. Donc l'organisme doit réagir par une deuxième négation, par une négation de cette négation ou une négation de ce manque, en allant chercher les éléments dont il a besoin là où ils sont. Donc il est obligé de faire une démarche active en fait pour dépasser le refus de l'inorganique de se donner immédiatement. Donc ça veut dire que c'est ça la condition de l'organisme vivant. C'est une condition dure, c'est une condition dure d'emblée, c'est-à-dire son entretien ne vient pas tout seul. Son entretien lui est refusé, disons, comme une immédiateté. Ce n'est pas une immédiateté, ça lui est refusé, c'est une négation de l'inorganique envers son organisme. Et donc l'organisme doit réagir en allant chercher ce dont il a besoin dans l'inorganique.
Mais Sartre ajoute aussitôt une autre relation qui est que l'inorganique et l'organique ne sont pas en fait tranchés, ne sont pas séparés. L'un côté le vivant, de l'autre côté l'inerte. Parce que dans le vivant, il y a beaucoup d'inorganique. Il y a des tas d'inorganiques dans le vivant, et notamment il y a toutes sortes de réactions chimiques et même physiques qui sont de l'ordre de l'inorganique, qui ne sont pas différentes de ce qu'elles sont en dehors des organismes vivants. Et c'est aussi par ces réactions chimiques et physiques que l'inorganique est transformé à l'intérieur de l'organisme. Vous avez effectivement des tas de réactions chimiques qui font qu'il y a absorption des éléments nécessaires à la survie de l'organisme. Donc, il n'y a pas une opposition tranchée entre les deux. Il y a aussi un inorganique intérieur qui permet l'absorption et la transformation en organique de l'inorganique extérieur. Elle adore ça, jouer avec intérieur-extérieur. Ouais, vous voyez que c'est assez pertinent. Et l'organisme, en répondant à son besoin, en niant le manque, réalise une double totalisation. Vous avez compris aussi que le mot totalisation, il fait aussi partie de l'idée du mouvement dialectique, puisque une totalisation, c'est un dépassement d'éléments qui les retient en même temps. C'est une synthèse, donc, une totalisation. Et il y a une double totalisation. La première, c'est la totalisation de l'organisme lui-même, c'est-à-dire pourquoi il se totalise au moment où il assouvit un besoin. Et c'est parce que sa finalité, en faisant ça, c'est la survie de lui tout entier. C'est la survie de l'intégralité de son organisme. Et même si ça passe uniquement, par exemple, par son tube digestif ou par son système respiratoire, il n'empêche que c'est bien l'organisme tout entier qui est intéressé, qui est concerné par l'assouvissement de ce besoin. Donc il se totalise. Alors qu'il est fait de multiples parties, de multiples fonctions, il se totalise quand il se dirige vers et quand il fait ce qu'il faut pour l'assouvissement de son besoin. Donc ça, c'est une première totalisation qu'il exécute par le dépassement de son besoin. L'autre totalisation qui est faite en même temps, c'est celle de l'environnement extérieur, justement, comme champ de l'assouvissement possible. En fait, en examinant tout son environnement, il sélectionne ses possibles, il sélectionne où il va trouver l'assouvissement de ses besoins. Et donc, il fait aussi une totalisation de tout ce champ, totalisation sous le titre de « ce qui m'est utile », ce qui me sert. C'est ça, totalisation en ce sens, donc uniquement par rapport à ses propres fins. Et Sartre dit qu'en fait, c'est la première expérience de la nature, c'est ça en fait. Le premier sens de la nature, c'est ce champ des possibles pour réaliser nos fins. Bon, après, il y en a d'autres, ça peut être raffiné, mais ça, c'est un premier sens. Donc voilà pour le rapport de l'organisme, et jusqu'ici, on a parlé de l'organisme vivant en général, ce n'est pas nécessairement l'humain. Ce qui est proprement humain, c'est de reconnaître la négation comme telle. Il n'y a que l'être humain qui est capable de reconnaître une négation en tant que négation. Pour les autres animaux, tout est positivité. Je vois ceci, je veux ceci, je prends ceci. Il n'y a pas l'idée de « je manque ». Il n'y a pas l'idée de qu'est-ce que c'est le non-être de quelque chose. Donc la négation, elle est proprement humaine, mais sinon pour le reste, c'est valide pour tout organisme vivant. Et on peut rajouter aussi que cette notion d'organisme nous fait penser à la dialectique du tout et des parties, puisque donc, je faisais allusion au fait qu'il y a une totalisation de l'organisme en dépit de ses parties. C'est une dialectique bien connue que Sartre reprend, en fait, il y a un rapport double du tout à la partie. Les parties n'existent que dans un organisme, pas n'importe quelle partie, pas les parties d'une table, mais dans un organisme, les parties n'existent que déterminées par le tout. Elles sont des parties qui servent au tout, qui sont des instruments du tout et qui sont nécessaires justement dans une articulation avec les autres parties pour maintenir le tout de l'organisme. Donc, si vous prenez estomac, poumon, circulation sanguine, etc., vous voyez bien, tout ça, ce sont des parties de l'organisme. Elles n'ont aucun sens une fois qu'on les sépare de l'organisme. Un estomac tout seul, c'est même plus un estomac.
c'est rien. C'est un amas de cellules, c'est rien de plus. Pour que ce soit un estomac, il faut que ce soit intégré à un organisme dont il assure la fonction de le nourrir. Donc il est défini par l'organisme, il est défini par le tout. La partie est vraiment définie par le tout, par sa fonction dans le tout. Mais en même temps, dit Sartre, la partie, elle travaille pour elle-même, elle roule pour elle. C'est-à-dire, la partie, elle va chercher ce dont elle a besoin dans l'organisme pour faire sa propre fonction. Alors, pas volontairement, hein, tout ça c'est un peu des manières de parler, mais oui, elle l'utilise pour sa propre fonction. Donc, elle a aussi une tendance à une forme de séparation par rapport au tout, une séparation qui est une certaine clôture sur elle-même pour accomplir sa propre fonction. Donc, il y a une spécialisation, une différenciation, une spécialisation qui fait que chaque partie a aussi, il y a une certaine tension par rapport au tout. Et ce qui est utilisé par une partie ne sera pas utilisé par une autre, etc. Donc, une certaine aussi tension et séparation. Et en fait, cette tension, elle est résolue par le fait que c'est justement en accomplissant sa fonction propre que la partie entretient aussi le tout. C'est grâce au fait que chacune roule pour elle-même en accomplissant sa fonction propre que du même coup, elle entretient de fait le tout. Donc on résout la tension en retotalisant. On a à nouveau cette idée de retotaliser. Voilà tout ce qu'il dit de l'organisme. Et alors il fait une comparaison avec l'action plus générale des êtres humains dans leur environnement, quand, donc dans ce champ totalisé de l'environnement humain, les humains créent des totalisations partielles. Donc, dès qu'ils aménagent leur territoire, donc dès qu'ils sont un petit peu au-delà de la simple alimentation par chasse et cueillette, ce qui ne change rien à l'environnement, donc dès qu'ils aménagent un petit peu leur environnement pour être plus productifs, ils déterminent des zones spécialisées. Donc, il y aura des concentrations de plantations, il y aura des détournements éventuellement d'eau pour l'irrigation, il y aura des voies de communication et de transport. Donc, ils spécialisent des zones, des systèmes de communication dans le tout. Mais chaque fois qu'ils isolent ainsi une partie, qu'ils la particularisent par rapport au tout, il y a des répercussions sur le tout. Donc, c'est exactement comme dans un organisme, si vous modifiez une partie, il y aura des répercussions sur le tout. Ça fonctionnera mieux ou moins bien, mais en tout cas, ça ne sera pas sans effet. Et là, c'est pareil. Toute parcellisation de l'environnement a une influence sur le reste. Et donc, on verra lors de la dernière partie tout à l'heure, l'importance de réharmoniser l'ensemble des parties pour que le tout se maintienne convenablement. Donc, mais déjà, il l'annonce en disant, au fond, c'est pareil, ça fonctionne comme un organisme. Vous avez une idée d'écologie ici, hein, vraiment une idée d'écologie, qu'il y a une vision organiciste, en fait, de l'équilibre qu'il y a entre des parties d'un tout aussi, bien au-delà d'un seul organisme. Donc, j'en ai terminé pour cette première partie, donc, qui est la toute première relation, c'est simplement du vivant par rapport à la matière. Et donc, on passe à la partie... de nouveau en deux parties, en deux sous-groupes, qui va parler plus proprement alors de l'action humaine en tant que telle, de sa production, de son travail, et en premier lieu, par l'intermédiaire des relations entre les humains. Sartre commence par dire qu'il y a toujours eu des relations humaines, depuis que l'homme est homme, il est en relation avec ses semblables, il y a toujours eu des relations humaines, qui n'ont pas toujours été des relations d'exploitation de l'homme par l'homme, et donc on ne doit pas non plus penser comme nécessairement conditionnés par des conditions économiques ou par l'état des relations de production. Parce que si on fait ça, si on considère que en tant que tel, et toujours, quelle que soit l'époque et la société, les êtres humains ont toujours été conditionnés par leurs conditions matérielles, alors en fait, on ne comprend plus ce qu'on entend par réification. Donc c'est un argument de nouveau contre une certaine interprétation marxiste, hein, qui voudrait en même temps dire qu'il y a une réification de l'être humain dans le système capitaliste, mais qui voudrait en même temps dire
Mais l'être humain est toujours conditionné par les structures productives. Pourquoi on n'entend plus rien à la réification? Mais c'est parce que si l'être humain est simplement conditionné par les facteurs de production, alors en fait, il est déjà produit comme une chose par les choses. Il est déjà une res, il est déjà réifié. Il est d'emblée une chose produite par les autres choses. Si c'est simplement le fait qu'il est totalement dépendant de ce qu'il trouve et de ce qui se construit en quelque sorte malgré lui, simplement par une nécessité mécanique, à ce moment-là, il est produit lui-même comme une chose. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est dans certains cas qu'il y a réification. C'est-à-dire que dans certains cas, les relations humaines considèrent les individus comme des choses, ou ces relations elles-mêmes deviennent comme des choses, deviennent par exemple des marchandises, etc. Bon, donc, ça c'est une première remarque générale, mais qui s'oriente vers la recherche de nouveau de structures ontologiques propres à l'humain. Et donc la relation entre les humains est aussi une structure ontologique qu'il veut mettre dans tous les humains. Il veut montrer qu'elle est vraiment là tout le temps. Et qu'elle est pas, et qu'elle est première. Il va montrer qu'elle est première et qu'elle n'est pas produite par certaines conditions plutôt que par d'autres. Elle est première parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle fait partie de son être. Il donne un exemple dans le langage, dans l'utilisation du langage. Le langage, dit-il, ça repose sur un projet de communication. C'est un projet, donc c'est une action libre, c'est une action qui n'est pas contrainte ou poussée par une certaine matérialité. C'est une action libre parce que c'est toujours le projet de communication qui fait qu'on se met à parler. Toute parole est un projet de quelque chose et de quelque chose vis-à-vis des autres. Le langage implique évidemment la reconnaissance d'autrui comme capable de recevoir ce que je vais dire, d'autrui comme l'interlocuteur de cette communication. Et c'est une invitation en quelque sorte aux autres à rejoindre l'interlocuteur sur un terrain commun. Le langage, au fond, c'est un terrain commun qui est extérieur à chacun, qui est là au milieu de tout le monde et un endroit où on se rejoint justement par une communication, par cet instrument de communication. Donc, le fait qu'il y ait là un instrument qui peut échapper au locuteur, c'est-à-dire le langage nous échappe dès le moment où on parle, on sait bien qu'on n'arrive pas toujours à traduire exactement sa pensée, qu'elle ne va pas être comprise nécessairement exactement comme on l'a voulu, que ce qu'on aura dit pourra être utilisé éventuellement dans un tout autre sens que ce qu'on aura dit. Mais il n'empêche donc que ça, encore une fois, c'est une objectivation. C'est le fait qu'une fois que ça devient objectivé, que ça devient un objet là pour tout le monde, ça reste et ça peut nous échapper, comme tout. Mais il n'empêche qu'au départ, c'est une action libre qui implique, surtout, encore une fois, qui implique le fait qu'on a déjà la reconnaissance d'autrui. Si on n'avait pas déjà l'idée qu'autrui est comme nous, comprend ce même langage, on ne parlerait pas. Donc, ce n'est pas la matérialité qui pousse à parler. C'est ça qui est intéressant. Bon, mais alors une fois qu'on a compris cette communication qui est vraiment ontologique entre les êtres humains, on ne s'est pas encore donné une totalité sociale. On est encore dans des relations interpersonnelles, par deux, par trois. Bon. On n'a pas une totalité sociale. Pour s'en approcher, Sartre va se demander comment des liens d'extériorité peuvent devenir des liens d'intériorité par l'intermédiaire d'autres relations, de certaines relations. Donc, je l'explique. Un lien d'extériorité, je vous rappelle ce que c'est quand deux choses sont simplement l'une à côté de l'autre, mais s'ignorent. Donc ça peut être parce que ce sont des choses qui n'ont pas de conscience, alors forcément elles s'ignorent toujours, elles sont toujours en extériorité, mais ça peut être aussi des êtres conscients, mais qui n'ont pas une liaison consciente entre eux, qui sont en train de faire des choses consciemment, mais pas cette liaison-là justement, mais pas ce lien-là, qui n'ont pas conscience de ce lien-là entre eux.
Et à ce moment-là, un tiers, donc une tierce personne, peut les totaliser et voir justement le lien qui se trouve entre elles, mais qu'elle ne voit pas. Et donc cette tierce personne, en totalisant les deux et en disant « Ah ben là, il y a une relation dont ces deux personnes ne se rendent pas compte, moi je m'en rends compte. » Donc ce lien d'extériorité qui était entre elles, puisqu'elles s'ignorent, moi je le rends d'intériorité. Comment? Il l'illustre par une scène. C'est la scène que lui, il est un intellectuel en vacances, il est dans un hôtel et par la fenêtre de son hôtel, il observe une propriété avec un jardin séparé de la rue par un mur. Et d'un côté, il y a un cantonnier qui travaille sur la route, de l'autre côté, il y a un jardinier qui travaille dans le jardin. Comme ils sont séparés par le mur, ils ne savent pas qu'ils sont de part et d'autre du mur. Le cantonnier ne sait pas qu'il y a un jardinier et réciproquement. Donc ils sont dans un lien d'extériorité. Comment va se faire la médiation? D'abord, l'observateur va comprendre, alors ça ce sont des notions qu'on a déjà vues précédemment, va comprendre les gestes de l'un et de l'autre par le fait qu'ils sont humains, donc par le fait qu'il comprend leurs fins, qu'il les inscrit dans des fins de l'être humain, donc ça on avait déjà vu, et on peut préciser aussi qu'il les comprend comme des fins sociales, c'est-à-dire que le cantonnier s'y fait ça, le jardinier s'y fait ça, c'est parce que parmi tous les possibles qu'ils ont eus dans leur milieu social, ils ont choisi celui-là. Donc ça ramène aussi à quel est le champ des possibles pour chaque milieu social. Et l'observateur commence simplement par les rapprocher par leur milieu social. Donc en se disant, les fins que poursuivent ces deux travailleurs, ils les ont choisis dans un certain possible qui n'a pas été le mien. Parce que moi, d'emblée, j'ai été inscrit dans un autre champ social où ça n'a pas été, alors c'est pas que c'était un impossible total, mais enfin ça n'a pas été parmi les possibles les plus évidents, et donc j'ai choisi moi une autre voie qui n'est pas la leur. Et je me sens du coup, donc c'est l'observateur qui parle, je me sens du coup beaucoup plus loin d'eux que eux ne le sont entre eux. Eux qui s'ignorent tous les deux, qui ne se sont toujours pas vus, je les sens beaucoup plus proches entre eux qu'ils ne le sont de moi. Et en plus, dans cette proximité, je sens que la manière dont ils se rapportent à la matière, à l'être, est toute différente de celle dont moi je me rapporte à la matière, et que cette perspective-là m'échappe complètement. Elle m'est niée, en quelque sorte, elle m'est refusée, elle m'est niée. Je ne suis pas un manuel, je ne transforme pas directement la matière à leur manière, et ça me manque, moi. Je me sens exclue, en quelque sorte, de leur communauté. Il y a une communauté entre eux, en tant que travailleurs de la matière, qui m'exclut, moi. Je suis rejetée, donc je reconnais. Alors, et c'est là qu'il y a un lien, cette extériorité entre eux. En fait, moi, je la nie parce que je me dis, en fait, ils ont une relation par l'intermédiaire de toutes les relations sociales, par l'intermédiaire des relations sociales que nous connaissons tous. En fait, ils sont liés entre eux. Ils sont deux travailleurs de la matière directement. Et donc, j'intériorise en fait l'ignorance qu'ils ont l'un de l'autre. Et en plus, je la surmonte aussi, je la dépasse, en comprenant que ce qui les sépare là, dans cette situation présente, est totalement secondaire. C'est juste ce mur. Il suffirait d'enlever ce mur. Et tout obstacle serait levé à leur communauté et à leur reconnaissance mutuelle, et donc à la relation vraiment d'intériorité qu'ils peuvent avoir l'un avec l'autre. Il suffirait d'enlever cet obstacle. Cet obstacle, il est totalement contingent, il est totalement secondaire, et ça, moi, je le vois. Donc, je peux me dire que le lien d'intériorité qui passe par les relations sociales est beaucoup plus fort que le lien provisoire, momentané d'extériorité causé par ce mur. Donc, vous voyez, en fait, une analyse très sociale, effectivement, là, de cette question, pour montrer ce qui relie vraiment les gens. Parce qu'en fait, même si le cantonnier et le jardinier s'ignorent comme personne là temporairement, en fait, ils ont constamment avec eux la conscience d'être proches de ceux qui font les mêmes types de gestes qu'eux. Ils ont tout le temps cette unité.
cette conscience de faire partie de certains groupes. Mais ça ne nous donne toujours pas l'idée de la totalité de toute la praxis humaine par rapport à toute la matière. Donc, on commence à approcher encore un petit peu plus. Oui, d'abord, encore une annexe ou une conséquence de cette analyse, c'est que, enfin, c'est plutôt un prolongement de cette analyse, c'est que toute reconnaissance de l'humain par un autre humain, Sartre dit qu'elle est immédiate. Il y a toujours reconnaissance d'un humain par un autre humain. Un humain qui est confronté à un autre humain, quelle que soit justement sa situation sociale, est toujours reconnu en tant qu'humain. Et il dit que c'est le cas même dans une relation hiérarchique très forte. Donc, un salarié, par exemple, par rapport à celui qui lui fait signer le contrat, est reconnu comme un être humain puisqu'il est considéré comme quelqu'un de capable de choisir librement son contrat de travail. Donc, il est considéré comme un humain puisqu'on considère dans le milieu du travail qu'il choisit librement ce contrat de travail. En même temps, dit Sartre, c'est une escroquerie. On le reconnaît comme libre et comme humain, mais en même temps, on fait semblant de ne pas voir qu'il est obligé de vendre sa force de travail et qu'il est obligé d'accepter ce salariat et ce contrat parce que c'est une question de survie pour lui. Donc il dit, en même temps, il y a reconnaissance de l'humain, il n'y a aucun doute. Et en même temps, on l'exploite et on l'escroque, puisqu'en fait, justement, on fait disparaître, non pas sa liberté ontologique qui reste toujours, mais enfin, on fait disparaître une liberté matérielle. Et même chose avec le lien d'esclavage. Dans l'esclavage, on ne nie pas l'humanité des esclaves. On les reconnaît comme des humains. Et les indices en sont que on va compter sur eux pour des travaux qui demandent certaines capacités humaines. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir les faire ces travaux par d'autres espèces d'animaux. Donc c'est sûr qu'on considère cela comme des humains. Sinon, on ne leur ferait pas faire ces travaux-là. Aussi, on craint qu'ils s'évadent. Si on craint qu'ils s'évadent, c'est qu'on sait que ce sont des humains qui aspirent à la liberté et qui aspirent à s'évader. Donc on les considère comme des humains. Simplement, ce sont, de nouveau, c'est le summum de l'escroquerie, hein, on les considère comme des humains qu'on utilise uniquement comme des instruments pour ses propres fins à soi et en niant totalement les fins de ces humains-là. Mais donc pour nier leur liberté concrète, pour nier l'exercice de leur liberté, il faut d'abord l'avoir reconnue. C'est toujours la même chose, quoi. Pour pouvoir nier à quelqu'un d'exercer pleinement sa dignité d'être humain, il faut d'abord l'avoir reconnu comme être humain. On ne dit pas qu'on nie la liberté de l'humain à un chien. Voilà. Et on verra la semaine prochaine, dans un autre chapitre, comment, dans des rares circonstances particulières, on peut dépasser le fait que on traite toujours les autres à la fois comme des fins et des moyens. Donc pourquoi on traite toujours les autres à la fois comme des fins et des moyens? Ce n'est pas spécialement un problème, ça peut l'être en certains cas. C'est déjà soi-même, on se traite à la fois comme fin et comme moyen. Donc évidemment qu'on agit soi-même en fonction de ses fins, mais en même temps on agit en s'utilisant comme moyen. C'est-à-dire on utilise nos habiletés, nos capacités, notre inertie corporelle aussi comme moyen pour nos fins. Donc chacun s'instrumentalise lui-même, chacun est moyen de ses fins. Donc ça, il n'y a pas de problème simplement à le dire comme ça en général. Entre deux personnes, ce n'est pas nécessairement un problème non plus. Parce que si deux personnes s'utilisent réciproquement comme moyen pour leur fin. Donc je dis, bon, moi je sais bien faire ça, toi tu sais bien faire ça, eh bien toi tu fais ça pour moi, moi je fais ça pour toi, on se complète et on peut soit faire un travail commun, viser une fin commune, ou bien moi je t'aide pour tes fins et tu m'aides pour mes fins. C'est une collaboration où chacun est gagnant, chacun utilise l'autre, mais chacun aussi aide l'autre à réaliser ses fins. Que ce soit la même fin pour les deux ou des fins différentes, peu importe. Donc ça c'est une utilisation, une instrumentalisation qui ne pose aucun problème, au contraire, qui aide à réaliser des fins. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais on verra que dans des circonstances très spéciales, on peut aussi
fusionner totalement les fins et les moyens. Mais bon, on verra la semaine prochaine. Et entre-temps, bon, évidemment qu'il y a aussi des relations fins-moyens qui sont négatives, qui sont totalement négatives. Et ça, c'est lorsque il y a conflit, lutte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui refuse à l'autre d'accéder à ses fins et qui, en revanche, l'utilise exclusivement comme moyen. C'est par exemple l'exemple de l'esclavage qu'on voyait tout à l'heure. Là, on est dans une relation fin-moyen qui est à sens unique. Il y en a un qui n'est que moyen pour l'autre et l'autre qui n'est que fin pour l'autre. Ça, c'était le premier point donc, du sous-ensemble qui concernait la relation donc, des productions humaines, des productions sociales à l'ensemble du champ matériel. Donc c'était comment on pouvait faire des médiations entre les différentes situations et les différentes actions de différents protagonistes. Mais, encore une fois, on est toujours dans des dispositifs entre quelques personnes, 2, 3, quelques personnes. On n'a toujours pas totalisé au niveau de tout un groupe social. Donc, pour essayer d'avancer vers cette totalisation, Sartre va examiner justement la matière ouvrée. Donc, l'ensemble des aménagements, des productions matérielles, des constructions, des machines, des outils, des industries, de toutes les réalisations en fait, que l'homme se donne pour arriver plus facilement à ses fins matérielles. Et il va montrer donc comment cet ensemble risque aussi de se retourner contre l'homme, donc comment il peut y avoir des contre-finalités. Et le mot essentiel dans cette partie, c'est celui de rareté. Il dit que toute notre histoire est fondée sur la rareté. Non que ce soit une nécessité, c'est une contingence. C'est-à-dire on pourrait parfaitement imaginer une histoire humaine, l'histoire d'un groupe humain qui ne soit pas fondée sur la rareté. C'est-à-dire un groupe humain qui se trouverait dans un environnement tel qu'il y aurait toujours abondance pour tout le monde, pour l'ensemble du groupe. Tout de suite, peut-être vous allez penser à l'idée qu'il y a tout de même 2 sortes de rareté. Hein. Il y a une rareté, disons, qui vient vraiment du milieu matériel, pas assez d'aliments, etc. Bon. Et il y a une rareté qui vient de la répartition entre les humains, bien sûr. Mais lui, il traite tout ensemble. Il dit que, justement, sous l'une ou l'autre forme, l'important, c'est qu'il y a dans toute l'histoire, dans toute notre histoire, il y a toujours eu rareté et lutte contre la rareté. Et cependant, cette rareté n'est pas une condition suffisante pour expliquer toute l'histoire. Donc, ce n'est pas le seul moteur d'un dépassement et d'une évolution historique, à commencer par les moyens techniques. Ce n'est pas suffisant parce qu'on observe justement des groupes humains qui sont dans la rareté, qui baignent dans la rareté et qui pourtant n'évoluent pas, n'inventent pas de nouveaux moyens qui pourraient éventuellement les sortir de ce stade minimal, de ce stade qui est toujours à la limite du manque. Et en fait, je vais vous lire un petit texte, je ne vous l'ai pas écrit parce que c'est vraiment très bref, mais c'est un texte qui a été remarqué par Lévi-Strauss et moqué par Lévi-Strauss, donc c'est pour ça que je le signale quand même. Donc il dit que certaines sociétés qui souffrent constamment de disette, mais restent dans la répétition, c'est-à-dire continuent à utiliser les mêmes moyens de production et n'en inventent pas qui seraient plus efficaces. Il dit qu'elles ont une forme d'équilibre à la fois comme détermination physiologique et sociale des organismes humains, détermination physiologique et sociale des organismes humains. Donc ça veut dire que cet équilibre est basé sur le fait que ces populations considèrent qu'un organisme humain, physiologiquement et socialement, c'est ça, c'est ce qu'il réalise. Et ça ne peut pas être autre chose que ça, donc on ne le change pas. Et comme projet pratique de maintenir les institutions et le développement corporel à ce stade. Donc c'est à la fois une sorte de diagnostic sur qu'est-ce que nous sommes. Physiologiquement et socialement, nous sommes cela et rien d'autre, et on ne va pas chercher à être autre chose. Et en même temps, comme projet pratique, donc comme projet d'action, qu'est-ce qu'on a? Le seul projet qu'on a, c'est maintenir. Donc c'est quand même un projet, parce qu'il faut quand même faire des actions pour maintenir.
mais il n'y a pas de projet d'aller ailleurs. À ce stade, je poursuis la phrase, ce qui correspond idéologiquement à une décision sur la nature humaine. Il met nature entre guillemets parce qu'il a déjà dit qu'il n'y a pas vraiment de nature humaine, mais là, c'est une décision sur, quand même, sur ce qu'est l'homme, hein, sur ce qu'il est normal que soit l'homme. C'est-à-dire, l'homme, c'est cet être rabougri, difforme, mais dur à la peine, qui vit pour travailler de l'aube à la nuit, avec ses moyens techniques rudimentaires, sur une terre ingrate et menaçante. C'est une triste situation de certains êtres humains. Et en fait, donc, je vous disais, ça a été remarqué par Lévi-Strauss, qui, dans La pensée sauvage, qui dit, mais Sartre, il a quand même une vue très méprisante des peuples primitifs, quoi. Mais en fait, Sartre, là, il se laisse un peu emballer, et on ne sait plus vraiment de quel peuple il parle, parce qu'il est passé par... il est passé par notre histoire au sens de nous, Européens, disons, hein, au sens de l'histoire qui a mené au capitalisme, etc., dans les pas de Marx et Engels. Il est passé de ça à des peuples qui sont restés dans la répétition, mais ça pourrait être aussi certains moments de notre histoire où on a répété, où on n'a pas eu spécialement des progrès formidables, alors même qu'on était confronté constamment à des disettes. Je ne sais pas si, Christine, la période médiévale n'est pas parfois, dans certains lieux ou certaines périodes, quelque chose de ce type, quoi. On a parfois subi pendant de longues périodes des manques répétitifs sans pour autant arriver à dépasser ça par des nouveaux moyens. Donc, on peut dire que l'histoire, à ce moment-là, elle est bloquée. Mais elle est bloquée surtout, et ce qui est important qu'il montre là, c'est qu'elle n'est pas bloquée par une nécessité matérielle, elle est bloquée par la représentation qu'on a de ce que nous sommes et ce que nous devons être. Si on ne se dit pas « je devrais être autre chose que ça » ou « je pourrais être autre chose que ça », et on ne va pas chercher un autre projet. Donc c'est important pour Sartre de faire remarquer ça. C'est toujours revenir avec... c'est l'idée que les idées, les représentations ne sont pas des causalités à ignorer, à refuser. Bon, mais de ce constat, qu'est-ce qu'il tire quelque chose, donc de cette omniprésence de la rareté, ce qu'il tire de nouveau comme généralité, c'est que dans toute relation humaine, donc il a dit, hein, tous les êtres humains sont nécessairement en relation avec d'autres, mais dans toutes les relations humaines, la rareté est toujours présente comme une menace. C'est-à-dire tout être humain, il lui semble, hein, a intériorisé le fait que l'autre peut être un concurrent, que l'autre peut prendre le peu qu'il y a et ne pas m'en laisser. Donc il dit, même dans une situation où on n'est pas directement confronté à un manque, il y a cette intériorisation en tout être humain du fait que l'autre peut être un concurrent. Et l'autre, alors, dans certaines dispositions sociales, peut devenir vraiment l'incarnation du mal, l'incarnation de la menace qui va venir nous voler ce dont on a vraiment besoin. Et il explique de cette manière-là les antagonismes. En fait, il dit que tous les antagonismes, les conflits, les violences entre les groupes ou les individus humains reposent sur cette intériorisation de la rareté, comme une menace. C'est une crainte que tout le monde a, même si c'est inconsciemment, même si c'est pas conscient, même si c'est pas explicitement dit, même si c'est pas évident que l'autre est là pour nous dépouiller, même si c'est pas évident qu'il nous manque quelque chose. Donc ça c'est fort comme thèse, hein. C'est quand même une thèse sur l'être, encore une structure de l'être humain. Et il ne le démontre pas plus que ça. Alors, évidemment, il montre que dans le capitalisme, par contraste avec cet exemple-là, dans le capitalisme, il y a eu un certain renversement, c'est-à-dire que la rareté est devenue celle du consommateur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de consommateurs pour consommer la surproduction des produits capitalistes, et c'est quelque chose de structurel, parce que c'est la structure même du capitalisme qui fait qu'il faut toujours qu'ils vendent plus, parce qu'il faut toujours qu'ils produisent plus, et donc il faut tout le temps qu'ils trouvent des nouveaux consommateurs, et donc en fait, sa rareté à lui, c'est le manque de débouchés commerciaux, c'est le manque de clientèle. Solvable. Parce que, alors aussitôt, on enchaîne sur le fait que tout groupe humain sélectionne ce qu'il va sacrifier. Et par conséquent, dans le capitalisme,
alors même qu'il a des surplus, il n'est pas contradictoire qu'il détruise des surplus en même temps qu'il y a des populations entières qui, elles, littéralement meurent de faim. Littéralement. Il écrit dans les années 50, c'était quelque chose de très, très scandaleux. Enfin, je veux dire, c'était très préoccupant dans les années 50 de savoir qu'il y avait des milliards d'hommes qui étaient littéralement menacés de mourir de faim. Bon, encore maintenant, bien sûr. Mais, ici, évidemment, la rareté, elle est produite par un certain type de production qui a besoin de consommateurs solvables, c'est-à-dire pourquoi il estime que certains sont à sacrifier, c'est parce que de toute façon, ils ne sont pas suffisamment consommateurs. Ils n'ont pas les moyens d'être consommateurs, donc ils peuvent être sacrifiés. Et de la même manière, le système sélectionne aussi ses surnuméraires, c'est-à-dire que si il n'a plus besoin pour répondre à sa production, aux nécessités de sa production, s'il n'a plus besoin de tout un pan de la population, cette population surnuméraire risque à son tour de devenir des sacrifiés. Et ça, encore une fois, c'est structurel. Donc ça, c'est ce qui est propre à ce système de croissance perpétuelle, donc de surplus perpétuel, et donc de forcément des gens en trop à sacrifier. Mais enfin, l'idée qu'on accepte a priori de sacrifier certains autres humains si on se sent menacé par eux, c'est universel d'après lui. C'est vraiment universel d'après lui. Alors, évidemment, il se demande si l'évolution qu'on a pu si bien décrire de notre société pré-capitaliste puis capitaliste en termes de rareté et lutte de classe, lutte entre les classes pour lesquelles c'était rare, lutte contre les classes qui accaparaient et créaient artificiellement la rareté. Donc, est-ce que cette évolution-là, elle est applicable à d'autres sociétés? Alors, il dit déjà qu'on manque d'informations sur beaucoup de sociétés, donc il ne faut pas se hâter trop vite d'appliquer les mêmes schémas à des sociétés dont on connaît beaucoup moins l'histoire, à coup sûr, enfin, avec des informations certaines. Et puis aussi qu'il faut se défier de certaines fausses similarités. Par exemple, si on regarde le passage de la propriété commune à la propriété privée, ça a été très très bien décrit. Alors, au cours des siècles, parce que ça a duré des siècles, mais Christine a très bien décrit ça dans son livre sur 1000 ans de révolte paysanne, c'est-à-dire la lutte pour les communs, la résistance des paysans pour essayer de garder les communs, et ça a duré des siècles, donc contre une privatisation de plus en plus envahissante de tout ce qui était les moyens de subsistance, et donc une création de toute une classe de dépossédés, de véritables dépossédés. Donc tout ça a été très bien décrit, mais pour la société européenne. C'est clair dans la société européenne. Maintenant, on a la supposition que, Sartre, il appelle vraiment ça une supposition, que c'était le modèle de la possession commune était très répandu à un certain moment de la préhistoire, et puis là aussi, il y a eu une privatisation progressive. Il dit qu'il ne faut pas s'empresser de se dire ça a dû se passer de la même façon. Donc, à défaut de documents précis sur la manière dont ça s'est passé à ce moment-là, il ne faut pas s'empresser de penser que ça a été de la même façon, qu'il y a eu le même type de lutte, qu'il y a eu le même type de motivation, qu'il y a eu le même type de moyens utilisés. On ne sait pas, on ne peut pas appliquer ce schéma. Donc, il ne faut pas faire des fausses totalisations, des faux rapprochements historiques. Il faut étudier chaque société au cas par cas avec les moyens qu'on a, et puis voir si éventuellement on pourra rassembler tout ça dans une seule histoire ou dans une seule, disons, structure d'évolution historique. Mais pour le moment, on ne doit pas le faire. Et on peut effectivement poser la question de cette universalité de la rareté que pose Sartre et se demander si, justement, dans les sociétés préhistoriques, pour autant qu'on les connaisse, il y a eu un moment de rareté, et si le passage de la propriété commune à la propriété privée a pu s'accompagner d'une création de rareté par inégalité. Donc, on peut se demander si la rareté a été vraie dans tous les cas, et par exemple, des travaux comme ceux de Marshall Sahlins, entre autres anthropologues, ont montré que... Marshall Sahlins, il a écrit un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « Âge de pierre, âge d'abondance ».
En anglais, c'était l'économie de l'âge de pierre. L'économie de l'âge de pierre. Alors, il n'étudiait pas directement la préhistoire, mais il étudiait des peuples qui en étaient restés à l'état supposé qu'était la préhistoire dans d'autres régions du monde. Donc, à l'état de chasseurs-cueilleurs, disons, de même pas de pré-néolithique, en fait, vraiment de l'âge de pierre. Et donc, en les examinant, donc, il a montré qu'en fait, il n'y avait pas de rareté chez eux. Qu'il n'y avait pas de rareté, qu'il y avait l'abondance. Alors, bien sûr, c'était une abondance par maîtrise des besoins. Par maîtrise de la population. C'était parce qu'on se satisfaisait par décision de ce qu'on avait, donc il n'y avait pas de besoin et il n'y avait pas d'inégalité non plus. Et comme il n'y a pas d'inégalité qu'à partage égalitaire et chacun avait le nécessaire, donc c'est ça qu'on peut appeler l'abondance. C'est pas l'excès et le surplus. Donc on peut se demander si vraiment cette structure qui serait anthropologique de la crainte de la rareté, elle est vraiment aussi universelle que Sartre le dit. Et on peut se demander aussi si cette rareté qui est créée artificiellement par l'accumulation de certains au détriment d'autres, est-ce qu'elle a lieu toujours par crainte de la rareté? Est-ce qu'on peut dire que les classes qui accumulent sans arrêt et qui n'en ont jamais assez et qui veulent toujours plus, est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est par crainte de la rareté, que c'est par crainte que les autres viennent les dépouiller, qu'ils agissent à ce point, je veux dire qu'ils accumulent à ce point? Ça pourrait être pour d'autres raisons qu'on trouve, par exemple, ailleurs. Ça pourrait être pour une explication moins matérielle, qui semble être le cas dans certaines sociétés, à savoir le prestige. Le prestige est un moteur important pour laquelle, qui est créateur d'inégalités, pour laquelle des gens sont prêts à conquérir de nouveaux territoires et asservir de nouveaux humains sans limite. Si on regarde les grands conquérants depuis les Égyptiens, les Macédoniens, les Romains, est-ce que c'est vraiment toujours, et en tout cas pour les plus anciens, par crainte de la rareté qu'ils ont continué des conquêtes sans limite? Si on essaye de voir les témoignages d'époques reculées, d'époques antiques, on a plutôt l'explication par quelque chose de symbolique, un désir symbolique d'être maître de plus. Donc c'est du prestige, c'est de la gloire, et il n'y a qu'à voir, encore chez les Grecs, la grande différence qu'ils font entre le désir matériel et le désir de gloire. C'est vraiment deux parties des passions, deux grands ensembles de passions. Il y a les passions qui sont vraiment matérielles, l'épitumia, le besoin, le désir sur des questions d'assouvissement de besoin. Et puis, le thumos, qui est ce désir de gloire, ce désir d'être reconnu, d'être admiré. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la rareté n'est pas effectivement la motivation de tous les antagonismes humains et toutes les inégalités qui naissent entre les peuples et les individus humains? Donc c'est des questions que je pose à Sartre, en fait. Peut-être que vous pourrez répondre pour lui. En tout cas, ce que lui affirme, c'est que l'apparition de l'antagonisme de classe n'est toujours pas vraiment compris. Alors on a essayé de l'expliquer par toutes sortes de choses, comment l'antagonisme de classe, ne fût-ce que chez nous, on ne parle même pas ici de peuples dont on n'a plus beaucoup de traces, mais ne fût-ce que chez nous, l'apparition de l'antagonisme de classe, il dit bien que ça n'est réductible ni à la diversification des travaux, des types de travaux. C'est pas ça qui a créé l'antagonisme, parce qu'on peut très bien imaginer une société qui se distribue le travail, donc avec des professions variées, mais où il y a une égalité de fait, de revenus et même politique. Et ce n'est pas explicable non plus par le surplus, justement, parce que ça a été montré amplement qu'il ne suffit pas d'avoir des surplus pour qu'apparaissent des classes profiteuses qui, justement, font produire ce surplus par des classes qu'elles dépouillent du nécessaire. Il n'y a vraiment pas de nécessité. On voit des peuples faire autre chose de leur surplus. Tout ça a été très bien montré. Donc il dit, finalement, même dans notre propre histoire, des événements dont on croit comprendre le déroulement, en fait, ne sont pas du tout clairs. Et c'est pour ça qu'il revient avec sa propre thèse, qui est:
Cet antagonisme doit être compris par cette structure fondamentale de l'être humain qui est la peur du manque, qui est la peur de manquer, la peur de la rareté. Donc c'est pour ça qu'il dit la rareté, c'est vraiment un principe d'intelligibilité de l'histoire. C'est un principe d'intelligibilité de l'histoire et il l'appelle la négation en l'homme de l'homme par la matière. Donc c'est en l'homme, c'est intérieur à lui, c'est qu'il se sent en tant qu'homme nié par la matière. Et s'il se sent constamment nié par la matière, il sent constamment qu'il ne va peut-être pouvoir pas dépasser cette négation, et donc il craint toute concurrence, et il retourne alors cette négation de la matière par une négation des autres hommes. Lui, il préfère, devant les difficultés d'expliquer les antagonismes, il préfère les expliquer par cette structure qui serait vraiment anthropologique. Bon, encore une fois, je ne suis pas tout à fait convaincue. Et alors, j'en viens à la toute dernière partie qui était l'apparition d'une aliénation par la matière ouvrée. Donc, à force d'aménager son environnement, de construire des grands complexes industriels, de transport, etc., il y a plusieurs conséquences qui en résultent. Une première, c'est qu'on introduit des contraintes qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que la machine nous renvoie des obligations par rapport à son emploi, à sa conservation, à sa dangerosité. Donc, elle nous renvoie toute une série de contraintes. Et donc, en fait, on perd de la liberté en ayant inscrit notre liberté dans notre action sur la matière. Mais ça, ce n'est pas encore le plus grave, même si ça peut être très contraignant. Je veux dire, les choses qu'on fabrique peuvent être extrêmement contraignantes et extrêmement limiter nos libertés par après. D'autant plus, dit Sartre, que ces choix, évidemment, sont toujours, ces choix de développement de matière sont généralement choisis par les autres par rapport à nous. Donc, ils sont aussi subis. Donc, le fait que ces machines nous contraignent, ou que cet aménagement du territoire nous contraigne, est aussi vécu comme, non pas un résultat de notre propre finalité, qu'on pourrait accepter, mais un résultat de la finalité des autres, qui qu'ils soient d'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas encore le plus grave. Alors, le plus grave, c'est que en imprimant certaines actions dans la matière, on lance une sorte de processus inertiel et on ouvre des tas de conséquences imprévisibles au départ, mais vraiment alors il y en a qui sont prévisibles, il y en a qui sont imprévisibles totalement. Il donne un exemple où on pourrait dire bon, ça serait quand même bien prévisible. C'est l'exemple du déboisement. Il le situe en Chine parce que il dit pendant des millénaires la Chine a déboisé et elle s'est étendue, elle avait énormément de possibilités de s'étendre, elle s'est étendue en déboisant pour l'agriculture, donc c'était pour des fins évidemment de satisfaction de besoins. Non. Elle déboisait, elle étendait de plus en plus le territoire sans arbres. Mais la conséquence a été que les terres n'étant plus retenues, c'est bien connu maintenant, les terres n'étant plus retenues par la végétation, elles s'écoulent, elles dévalent dans les vallées, elles dévalent dans les cours d'eau, elles bouchent les cours d'eau, elles provoquent des inondations, et donc en fait, tout ça c'est une énorme contre-finalité qui se retourne contre ceux qui ont juste voulu survivre, qui ont juste voulu faire quelque chose de nécessaire pour leur survie. Et donc là, ça les menace encore beaucoup plus. Cette contre-finalité, donc ce retournement de l'action contre elle-même, il l'appelle une antipraxis, donc une contre-praxis, une contre-action, antipraxis. Et l'ensemble de cette matière qui se retourne contre les humains, il l'appelle l'être pratico-inerte. Pratico-inerte parce qu'on a à la fois le côté de l'action qui s'est bien inscrite dans la matière, c'est bien nous qui avons agi sur elle dans un premier temps, et puis il y a l'inertie. L'inertie, c'est-à-dire l'ajustement des forces mécaniques, des simples réactions physiques qui font que ce qu'on a fait nous échappe complètement. Ce qu'on a fait nous échappe complètement. Et ça nous échappe, encore une fois, d'autant plus que chaque paysan qui a déboisé son petit lopin, il n'a pas fait grand-chose dans ce processus. Lui, tout seul de son côté,
son petit déboisement, il ne s'est jamais imaginé qu'elle allait causer des inondations. C'est en fait l'addition de toutes ces actions séparées qui a causé une immense catastrophe. Ce n'est pas une action d'un seul individu, du moins quand il ne décide pas pour tous les autres. Et donc de là, on va passer... en fait, il ouvre la voie là, à la question qu'on verra la semaine prochaine, et qui est la question de justement comment les individus décident entre eux, comment ils se groupent, quels sont les types de groupes dont les finalités peuvent correspondre à ceux des individus, et quels sont les types de groupes qui, au contraire, facilitent l'aliénation, cette fois-ci, de l'homme par l'homme. Bon, jusqu'ici, on a vu qu'il y avait une aliénation par la matière, par le pratico-inerte. Aliénation, pourquoi? Que veut dire le terme dans ce cas-là? Ça veut dire que mon action que j'ai décidé, que je comprenais, dont je comprenais très bien le déroulement, les moyens et les fins, m'échappe totalement, donc elle me devient étrangère, et c'est ça, alienus, quoi, c'est étranger, elle me devient étrangère, et en plus, alors ça a un double sens, et en plus, elle me revient comme une action d'autre, parce que c'est pas moi tout seul qui ai pu causer tout ça, qui ai pu causer un effet aussi important. Donc elle me revient comme l'action des autres, ou, dernière subtilité, ou comme ma propre action en tant que je suis autre que moi, c'est-à-dire en tant que je fais simplement ce que tout le monde fait. Je fais simplement comme les autres, je fais simplement ce qui est institué, ce qui est normal, et donc en faisant comme les autres, donc en agissant comme autre, je provoque de nouveau cette aliénation de ma propre action, et cette altérité se retourne contre moi. Donc voilà pour ce chapitre-ci, hein, qui était vraiment une première approche de la relation de l'action avec la matière, par l'intermédiaire des relations sociales, comme on l'a vu, par l'intermédiaire d'une interaction anthropologique qui est plus fondamentale encore, qui est à la fois positive, puisqu'il y a toujours reconnaissance de l'humain, et toujours communication, et en même temps négative, en raison de cette peur de la rareté, hein, qui crée tous les antagonismes. Donc voilà toute l'ambiguïté de ces relations multiples. Et la semaine prochaine, on poursuivra avec l'analyse des collectifs, et ça nous donnera peut-être un chemin pour avancer, parce que ça nous montrera comment favoriser justement certains types de groupes par rapport à d'autres, certains types de relations par rapport à d'autres. C'est tout, on peut discuter. Oui. Le premier, c'est dans sa théorie des parties. Dans la théorie des parties que vous avez exposée de ça, est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie entre les parties? Parce que s'il y a une notion de hiérarchie, ça veut dire qu'implicitement, toute structure humaine, ou groupe humain, est forcément assujettie à une hiérarchie quelconque. Ça, c'est la première chose. Attendez, la deuxième, je ne me rappelle plus trop. Ah, si. Ou bien alors, je les prends une à la fois. Ah, pardon. Non, après, ce n'est pas des questions, hein, c'est simplement... lorsque vous parliez de la rareté et de la volonté des grands conquérants d'accumuler des territoires, etc., bon, il y a l'aspect matériel, vous évoquiez aussi l'aspect du prestige. Il y a un autre aspect aussi, je pense, c'est une façon de transcender la mort. En passant dans l'histoire, il laisse une trace, donc il transcende la mort. Je pense que chez beaucoup, ça a un désir qui est prégnant. Pour la troisième chose, l'antipraxis. Alors les physiciens, ils ont un truc très simple. Toute action crée une réaction de sens opposé contraire et d'au moins égale intensité. Voilà. C'est tout. Par contre, voilà, la hiérarchie, c'était une question. Les trois belles questions. Alors, la première, c'est... Ah oui, le tout et les parties. Oui. Est-ce qu'il y a une notion de hiérarchie? En fait, il peut y en avoir, mais en fait, l'idée de l'organisme, c'est plutôt que toutes les parties sont interdépendantes, et ça serait juste peut-être une petite question de plus et de moins, où on pourrait dire que l'une est un petit peu plus dépendante de l'autre, mais en gros, on peut en enlever aucune. L'idée, c'est qu'on peut en enlever aucune si on veut que le tout fonctionne. Donc, c'est vraiment une interdépendance. Et encore une fois, s'il doit y avoir une subordination, c'est la subordination au tout seulement. Mais ce n'est pas la subordination d'une partie par rapport à une autre. Voilà, elles sont toutes en contact et il n'y a pas quelque chose qui commande à l'organisme vivant dans sa totalité. Donc ça, c'était dans l'organisme.
Après, évidemment, dans les sociétés humaines, c'est tout à fait autre chose, mais on ne peut pas prendre prétexte du modèle organique pour dire c'est légitime dans les sociétés humaines. Certainement pas. Dans les sociétés humaines, c'est des choix. Donc, c'est très différent. C'est totalement différent de l'organisme naturel. Donc ça, c'est la première. Alors oui, bien sûr, le désir de transcender la mort, et d'autant plus que on peut dire qu'il est lié au désir de prestige, parce que le prestige, justement, il ne doit pas seulement éblouir les contemporains, la gloire ne doit pas seulement être présente, elle doit durer dans l'avenir. Et quand on voit, c'est très frappant, quand on voit les tombeaux fastueux, en général, de ces sociétés conquérantes et très hiérarchisées, les tombeaux fastueux de leurs rois, on se rend compte que, en fait, ça ne leur fait rien de sacrifier toute leur richesse, tout leur or, de le sacrifier parce qu'il ne va plus servir à personne, même pas à leurs propres descendants. Ce n'est pas un héritage, ce n'est pas important pour eux de conserver la valeur matérielle. Ce qui est important, c'est que le tombeau est le plus prestigieux, est le plus riche, le plus éblouissant. Donc c'est effectivement la gloire pour des millénaires, pour le plus longtemps possible, la gloire présente et la gloire future. C'est tout à fait vrai. Et donc c'est une manière de dire... c'est pas transcender la mort vraiment individuelle au sens de... Peut-être qu'il y a d'autres croyances de survie, etc. C'est autre chose. Mais c'est rester vivant dans les mémoires, c'est clair. C'est être présent dans les mémoires. Donc ça, c'est très, très, très pertinent. Et alors, la troisième, j'ai de nouveau oublié ce que c'était. Non, c'était simplement que l'antipraxis, en fait, les physiciens résumaient ça d'une autre façon en disant toute action crée une réaction de sens opposé contraire et d'au moins égale intensité. Alors, moi, j'ai toujours douté un peu sur le au moins, parce que bon, mais c'est ce qu'on applique en physique. Oui, tout à fait. Mais là, donc, justement, Sartre, il essaye tout le temps de distinguer les deux modèles parce que pour lui, justement, praxis, antipraxis, c'est pas du tout ce qu'on appelle action-réaction en physique. Justement, souvent, il utilise le mot praxis précisément pour dire je ne parle ici que de l'action proprement humaine, c'est-à-dire de l'action qui fonctionne par finalité et par dépassement. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pas juste un équilibre ou un déséquilibre de force, et le résultat, justement, ne sera pas simplement une résultante de force. Sinon, ce ne serait pas dialectique, en fait. Sinon, ce ne serait pas dialectique, parce qu'il n'y aurait pas de dépassement, parce qu'il n'y aurait pas reprise de ce qui était avant par autre chose. Donc, il n'y aurait pas une relation interne, ce serait simplement des relations externes, avec une sorte de mélange mécanique de force. Donc, la grande différence avec le modèle de la praxis, c'est que là, il y a justement un dépassement qui me vient aussi de l'antipraxis. Et c'est pour ça qu'on peut inclure dans l'histoire dialectique, on peut y inclure l'action de la matière elle-même. Parce que l'action de la matière, justement, elle dépasse mes propres finalités. Elle nie mes propres finalités. Mais de la même manière que des êtres humains pourraient nier mes propres finalités. C'est-à-dire le fait que quand je déboise, je me vois inondée, en fait, j'ai réalisé mes finalités. J'ai pu défricher et cultiver à cet endroit-là. Donc, j'ai réalisé mes finalités. Et ce qui en a résulté directement, le résultat direct de mon action, c'est une réussite. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. Donc, je n'ai pas une réaction directe, comme je dirais... ce qui est au contraire direct, c'est j'ai semé une graine, il est poussé cette espèce-là et pas une autre. Ça, je dirais, ça c'est une réaction simplement chimique directe. Là, c'est autre chose. C'est que le processus total qui est résulté de l'action de plusieurs humains dans ce même sens a été une contre-finalité, comme si la matière voulait m'annihiler moi. En fait, de la même manière que si c'était intentionnel. En fait, je dois l'inclure désormais dans mes actions, comme si c'était un obstacle qui était aussi finalisé. Et je vais l'inclure dans mes actions parce que je vais réagir en voulant la dépasser à nouveau.
Donc c'est pas comme une force qui annihile une autre et puis il reste plus rien ou bien il reste un équilibre. C'est que je vais me sentir niée dans mon effort et je vais développer un nouvel effort, une nouvelle action. Donc par exemple, je vais endiguer, je vais canaliser, je vais éventuellement reboiser, je vais déplacer les habitations. Enfin, je vais faire plein de choses qui sont des réponses orientées, de nouveau finalisées, tenant compte de cette contre-finalité. Donc c'est pour ça que c'est dialectique, c'est parce que je le prendrai comme une nouvelle négation que je dois à nouveau dépasser. Donc j'ai une relation interne en fait à tout ça. J'ai une relation interne à cette catastrophe, ce que n'ont jamais des forces simplement physiques. Elles n'interprètent pas, si vous voulez, peut-être pour le dire d'une autre façon, les forces physiques n'interprètent pas ce qui se passe. Si l'une l'a emporté sur l'autre, ben, elle l'a simplement supprimé, quoi. Alors que ce qui nie mon action est interprété, compris, diagnostiqué, et j'élabore là-dessus une nouvelle réponse. Voilà, bon, en fait, ça revient toujours à la grande différence entre une action délibérée, consciente, visant une fin, et une action simplement mécanique. Bien sûr. Mais justement, il faut éviter de retomber sur ce modèle. Parce que c'est tentant, mais c'est pas du tout ça. C'est très tentant, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Mathématiser les choses, c'est toujours plus facile. Ouais. Je voudrais que tu justifies le titre de ta séance, c'est-à-dire comment on est passé de l'organisme. Ah oui, de l'organisme pratique. Ah, ça c'était le titre de Sartre, je pense. Oui, à l'histoire. Oui, de l'organisme pratique à l'histoire. Oui, c'est parce que donc, il a voulu montrer comment se faisaient les relations entre l'action et la matière, en partant de l'organisme, donc d'abord les actions vraiment de l'organisme vivant par rapport à son environnement, organique, inorganique, tout ça, et comment on passe de ça à une relation toujours de l'action à la matière, mais cette fois passant par toutes les significations sociales, par toutes les institutions sociales, toutes les médiations sociales, et donc qui s'inscrit désormais dans l'histoire. Tant qu'on n'a que des organismes vivants, on n'a pas d'histoire. Alors ça, c'est important, effectivement, de le souligner. Tant qu'on a juste des organismes vivants, on n'a pas d'histoire. On est dans un cercle de répétition. Chaque fois que le besoin se fait sentir, on le dépasse par l'assouvissement. Il peut y avoir une évolution des espèces. Alors, l'évolution biologique, alors c'est intéressant de le souligner, c'est pas une évolution historique, justement, parce que peut-être que les espèces survivront en fonction de leur adaptation à leur environnement, et que donc elles changeront. Certaines vont disparaître, d'autres vont se maintenir. Mais c'est vraiment une sélection de type mécanique. C'est-à-dire, tu es adapté, tu survis, tu n'es pas adapté, tu ne survis pas. Mais il n'y a pas là encore une fois, d'ajustement de l'action par rapport à l'évaluation d'un donné. Il n'y a pas d'ajustement. Ce n'est pas une adaptation volontaire, quoi. L'organisme vivant ne s'adapte pas volontairement. En tout cas, dans la théorie de l'évolution des espèces. Après, on peut dire que l'organisme vivant s'adapte volontairement à des très petites échelles, c'est-à-dire que bien sûr, si un oiseau a l'habitude d'aller picorer tel genre de graines et que se présente tel autre genre de graines, il va picorer, sans doute il va aller voir un moment. Mais on ne change pas de modèle, on fait jamais qu'une variante, quoi. Donc il peut y avoir des petites adaptations de ce type-là, bien sûr. Mais oui, c'est très important de dire, tant qu'on est dans l'organisme vivant, on n'a pas encore d'histoire. On commence l'histoire dès le moment où il y a justement cette praxis qui passe par les relations humaines et qui modifie son environnement en vue de se donner plus de protection contre la rareté, puisque finalement c'est toujours ça. Vincent ? Toujours sur cette question de rareté, quand tu expliques que pour Sartre, la rareté, cette notion de rareté permet de rendre intelligibles les processus historiques. Il me semble qu'il y a deux manières de le comprendre, et je voudrais peut-être qu'on clarifie si c'est l'une ou l'autre.
d'une part, ça pourrait être l'idée qu'effectivement, il y a de la rareté, et donc les parties de la société sont en conflit pour avoir ces objets qui sont rares. Et d'autre part, on pourrait le comprendre comme c'est pas forcément qu'il y a de la rareté matériellement, mais les gens se représentent peut-être de manière illusoire, comme ces empereurs qui ont tout, mais qui pensent quand même encore qu'il manque de choses. Et donc là, on est dans l'ordre de la représentation qui peut être illusoire. Alors, est-ce que Sartre est plutôt du côté quasiment matérialiste, en fait, il y a de la rareté, donc il y a de la lutte, ou bien c'est uniquement une affaire de représentation et ça peut être totalement décorrélé de la situation matérielle réelle qui peut être une situation où il n'y a pas de rareté. Son choix, c'est clairement que même quand il n'y a pas de rareté réelle, manifeste à un certain endroit, ou en tout cas à une certaine période, même dans ce cas-là, il lui semble qu'il y a une structure de l'humain qui est l'autre me menace. Et donc il y a toujours cette relation à l'autre qui est problématique et qui est de méfiance, parce qu'il y a malgré tout une crainte de la rareté qui serait ancrée dans l'humain, alors même qu'il n'a pas nécessairement fait l'expérience de la rareté. Et il fait reposer ça vraiment sur la première négation de la négation, en fait. La première négation étant que la nature m'est hostile, c'est-à-dire elle ne me donne pas directement, ou elle peut me refuser mes moyens de survie. Et donc, tout humain intégrerait ça, intérioriserait cette menace, et la retournerait alors contre les autres humains en tant qu'ils sont des concurrents potentiels. Donc pour lui, c'est vraiment une structure universelle, même indépendamment du fait qu'il y a une rareté objective, réelle à ce moment-là. Mais je ne suis pas convaincue de cette thèse. Voilà. Dans ce cas-là, comment définir l'autre? Parce que l'autre change en permanence. Oui, alors c'est toute l'ambiguïté du rapport à l'autre. Hein. Il y a toute une ambiguïté du rapport entre un humain et un autre humain. Parce que ce rapport n'est pas seulement négatif. On va avoir des tas de rapports. Enfin, déjà, le rapport de reconnaissance, le rapport qu'on a vu de collaboration, le rapport de proximité, de situation. Hein, on est dans la même situation, donc on se reconnaît, on peut se reconnaître proche. Il y a donc toutes ces relations en intériorité. Bon, tout ça sont des relations tout à fait positives. L'utilisation d'instruments communs, le fait d'avoir des visées communes, enfin, tout ça évidemment existe dans les rapports humains. Mais il y a aussi il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence, mais il y aurait aussi toujours quelque chose qui couve en dessous et qui est cette menace. Et alors, évidemment, qui peut éclater dans des moments particuliers. Alors là, l'autre, n'importe quel autre, pourra être désigné comme c'est celui-là qui vient nous voler, comme par hasard. Et ça pourra être arbitraire, ça pourra être parce que la crainte est irrationnelle et que cette crainte irrationnelle va se tourner contre tel ou tel groupe qui sera l'autre. Et Sartre dit qu'il sera l'incarnation du mal, parce qu'à ce moment-là, va se glisser quelque chose de type moral ou métaphysique. C'est une entité mauvaise et c'est pas juste quelqu'un avec qui je pourrais m'arranger, qui est mon semblable. Non, ça devient une entité mauvaise. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, c'est l'éliminer. Mais donc ça demande plus de conditions. Hein. C'est dans certaines conditions que ça se cristallise avec d'autres facteurs et que ça donne ça. Mais donc, c'est parce qu'il y a une ambivalence déjà de la relation, qu'il y a déjà toujours une méfiance qui couvre, et alors ça peut éclater et devenir... alors là, oui, se couvrir d'autres jugements de valeur, etc. Et c'est ce qu'on constate souvent, en fait. Enfin, moi, sauf l'idée que c'est vraiment structurel et anthropologique, sur quoi j'ai quand même un doute, parce que j'ai un doute même d'après ce que Sartre dit lui-même, parce qu'il dit lui-même c'est contingent, la rareté. Si c'est contingent, c'est pas une structure de l'humain, donc... C'est important de l'éclaircir parce que ça engage la façon dont on veut lutter contre ça, en fait. Donc c'est quand même assez primordial, quoi. Oui, c'est toute la question de comment comprendre quelle est vraiment l'origine profonde et universelle des antagonismes humains. Donc lui, il a cette proposition.
je crois qu'elle est quand même un peu meilleure que la proposition qui fait tout reposer sur une rareté réelle au moment où elle est là et au moment où vraiment on est confronté à des problèmes de production. Ça, je crois que c'est quand même assez réducteur. Et puis ça, on voit bien, enfin, je le dis parce qu'on voit bien que ça n'explique pas tout. Effectivement, comme il dit, l'apparition des classes, c'est pas nécessairement ça. Hein, c'est pas nécessairement qu'il y a eu un manque de production. Tout à l'heure, enfin, le pan que vous avez abordé juste avant la dernière intervention, c'est en fait c'est la théorie du bouc émissaire. Oui. Ça rejoint la théorie du bouc émissaire en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une société, même si elle n'est pas en état de manque de quoi que ce soit, on a eu des tas de phénomènes où il y a eu l'apparition, on a désigné des boucs émissaires, alors qu'en fait, c'était complètement, il n'y avait rien de vital, quoi, enfin, je veux dire. C'est toujours dans un moment de tension quand même. Oui, il y a un moment de tension, mais enfin, on n'en est pas encore rendu à se battre pour manger, quoi. Donc, mais enfin, non, ça me faisait penser à ça, à la théorie du bouc émissaire. C'est pas exactement elle. Ce qui est de commun avec cette théorie, c'est l'idée que dans un moment de tension, il peut y avoir désignation de l'ennemi et que cette désignation peut être assez arbitraire, si ce n'est que ce que Sartre ajoute, c'est encore une fois, c'est uniquement sous la pression de la crainte de la rareté. Et donc l'ennemi est désigné comme concurrent pour la survie. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la désignation d'un bouc émissaire. Ça peut être pour d'autres tensions, alors que lui, il la ramène vraiment à ça. Qu'est-ce qu'il dit, Lévi-Strauss, par rapport à cette pensée Oui, alors malheureusement, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ça pourrait être intéressant pour le débat s'il avait répondu vraiment sur le fond, mais en fait, il ne le traite pas sur le fond. Il dit simplement que Sartre est européocentriste. Enfin, c'est très... Malheureusement, ça ne va pas plus loin. Alors que ça aurait pu être un débat intéressant, mais non, il dit juste que Sartre est européocentriste parce que les autres sont rabougris. Bon, c'est un peu court. Oui. On a évoqué lors de toute la séance l'action et comment elle impacte la matière. Dans le cadre de la philosophie de Sartre, comment est-ce qu'il voit l'inaction? Parce que pour moi, personnellement, l'inaction impacte aussi la matière. Pour lui, depuis son point de vue, est-ce qu'il aborde, premier point, est-ce qu'il aborde l'action de l'inaction? Et s'il est en train d'analyser cette inaction d'une personne ou d'un groupe de personnes et comment elle impacte la matière, depuis quel point de vue il le fait? L'inaction, la question de l'inaction, c'est ça que vous posez? Oui. Oui. Alors ça c'est pas, il l'aborde pas dans cet ouvrage-ci, mais c'est quelque chose dont il a parlé dans L'être et le néant, parce que quand il dit que ne pas choisir, c'est encore choisir. C'est-à-dire celui qui décide de ne pas agir parce qu'il ne veut pas s'engager, parce qu'il ne sait pas dans quel sens s'engager, et donc en fait, il choisit de ne pas agir. Et donc, choisir de ne pas agir, c'est agir. Et c'est inclus dans la praxis. C'est une praxis, c'est exercer sa liberté pour décider quelque chose, et décider de ne pas agir, c'est décider d'être passif, ou décider de laisser faire, ou de laisser faire les autres, et tout ça, c'est inclus dans la praxis. C'est un type d'action. Oui. Mais c'est important. Oui, moi j'avais une question sur l'aliénation. Dans la fin, tu as parlé de l'aliénation chez Sartre. Et en fait, tu avais donné un cours précédemment sur Castoriadis, dans l'institution imaginaire de la société, où l'aliénation était aussi définie dans ce contexte-là des hommes qui instituent leurs institutions. Est-ce que c'est... Bon, on voit bien qu'il y a un rapport, mais est-ce que c'est vraiment la même définition de l'aliénation? Encore qu'ici, on n'a vu qu'une petite partie de l'aliénation, on a juste vu l'aliénation par la matière ouvrée. Donc on a juste vu l'aliénation sous la forme de l'antipraxis ou du pratico-inerte, c'est la seule qu'on a vue jusqu'ici. Alors, Castoriadis, il parle un petit peu de l'aliénation par la technique, mais pas sous cette forme, je dirais, pas sous une forme aussi totale que fait Sartre. Il n'y a pas la même ambition de totaliser toute l'histoire et donc tout le rapport de l'humain à la matière.
Par contre, il développe beaucoup plus l'aliénation politique, Castoriadis. Il rentre beaucoup plus vite dans la question de l'aliénation politique, c'est-à-dire le fait que notre action est volée par le pouvoir détaché, détaché de la société, par le fait qu'on délègue notre pouvoir de décision, par le fait que on n'a pas de prise sur les institutions, par le fait qu'il y a une autonomisation des institutions. Alors ça, on va voir un petit peu chez Sartre aussi, hein, l'autonomisation, c'est-à-dire l'institution qui, au départ, est quelque chose d'actif, de vivant, qui répond directement à une finalité, enfin, qui est censé réaliser directement une finalité, qui est censé être flexible, être ajustable, continuer à être transformé au fur et à mesure que nos finalités se transforment, etc. Et en fait, les deux auteurs montrent comment ça en vient à se figer et donc que l'institution se met à tourner pour elle-même, en fait. Et c'est ça, s'autonomiser, quoi. Elle se met à fonctionner de manière rigide, à s'arrêter dans son évolution et à même refuser toute transformation selon les nouveaux désirs de ceux qui l'ont mise en place. Donc, c'est ça, du coup, l'aliénation par les institutions. Et par l'organisation politique, etc. Donc, on verra aussi une partie de ça chez Sartre. Mais Castoriadis, il est plus directement dans la concrétude des relations de notre société, etc., en quoi notre société est aliénante. Il n'a pas cette ambition de faire quelque chose de fond et de anthropologique universel comme fait Sartre. C'est ça la seule différence. Et c'est pourquoi on va voir chez Sartre plusieurs formes d'aliénation avant qu'il essaye de les totaliser. Encore une fois, selon sa méthode. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire de l'intellectuel qui est dans sa chambre et qui voit les deux ouvriers travailler séparés par le mur? Je vois pas trop l'enjeu d'intérieur, extérieur et tout ça. Je sais pas. Quelque chose qui me gêne un peu. C'est un passage compliqué dans la mesure où on ne voit pas tout de suite effectivement où il veut en venir. Mais ce à quoi il veut en venir, ce qu'il veut mettre en évidence, c'est la médiation. C'est essentiellement la notion de médiation. C'est comment le tiers, la tierce personne, fait une médiation entre deux autres personnes pour intérioriser ce qui est chez elle extérieur. Donc ça, c'est le schéma de ce qu'il veut faire. Alors, comment il le montre? Peut-être qu'on pourrait prendre un autre exemple. Peut-être qu'on pourrait prendre un autre exemple, mais toujours dans cette trinité-là, deux personnes qui sont en relation et puis une troisième. On pourrait dire qu'un observateur est en train d'observer deux personnes qui sont enfin en train de faire quelque chose et qui n'ont pas conscience qu'elles réagissent l'une à l'autre. Qui n'ont pas conscience, par exemple, que... non, c'est pas abstrait comme ça. C'est par exemple que l'une doit parler fort parce que l'autre fait du bruit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des choses aussi triviales que ça. Et c'est seulement un observateur extérieur qui voit les deux, donc qui totalise, qui peut dire, mais en fait, ces deux personnes sont en relation directe, mais ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte. Bon, ça c'est le sens trivial du terme. Mais là, c'est dans l'exemple qu'il donne, l'intériorité, la relation intérieure que partagent les deux ouvriers, c'est toute leur proximité justement de relation à l'être. Ils ont une relation commune à l'être, c'est-à-dire qu'ils travaillent matériellement l'être. Donc ils inscrivent leur finalité dans l'être, alors que l'intellectuel ne le fait pas. Et ce lien qui les rassemble dans une même praxis est plus important que l'absence de lien qu'ils ont en ce moment parce qu'ils sont séparés par le mur et qu'ils n'ont pas connaissance de la présence de l'autre. C'est ça qui veut dire, c'est ce lien intérieur que ne voit que l'observateur est plus important que le rapport d'extériorité dont eux seuls sont conscients, dont ils sont seulement conscients. C'est ça. C'est que, et donc l'observateur est médiateur, en ce sens que c'est lui qui révèle où sont les liens importants.
Il révèle où sont les liens importants. Pourquoi? Parce que lui, il est en dehors de ce lien. Il est en dehors de ce qui rassemble de fait ces deux ouvriers, à savoir un même travail de la matière. Lui, en étant exclu, il le voit de l'extérieur et il peut voir que eux, ils l'ont à l'intérieur d'eux. Jusqu'au moment où ils se réunissent pour lutter pour des conditions meilleures de travail. C'est pas le rôle de l'intellectuel dans la lutte des classes. Alors, Si, c'est le rôle de l'intellectuel qui théorise ou qui voit ce que la classe ouvrière ne voit pas parce qu'elle est dispersée. Absolument, c'est aussi l'idée que l'intellectuel peut avoir un rôle de prise de conscience en révélant à d'autres ce que, étant dedans, ils ne savent pas qu'en fait, ils ont et ils font. Oui. Non, il est séparé. Et étant séparés, très juste. Oui, c'est cette idée. Tu as raison. Ouais. Donc, là aussi, c'est la médiation d'un tiers. Est-ce que les Allemands du deux côtés du mur ont besoin de l'éducation de tiers pour casser le mur? Est-ce qu'ils n'avaient pas les mêmes aspirations? Est-ce qu'ils faisaient Je ne suis pas sûre, hein, la relation d'intériorité, je ne suis pas sûre de ce qu'elle soit. Elle n'est pas si évidente, en fait. Est-ce qu'ils avaient les mêmes aspirations à l'Est et à l'Ouest? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Enfin, comment dire, c'est une question à examiner, mais il faudrait d'abord examiner justement, selon la méthode de ne pas claquer des catégories abstraites et générales, mais regarder, est-ce qu'effectivement, il y avait entre eux une communauté qui n'existait pas pour les autres? Je ne suis pas sûre. Hein. En quoi les Allemands de l'Est et de l'Ouest étaient plus proches entre eux qu'un observateur, par exemple, français? Non. Moi, je crois qu'un observateur français était plus proche de l'Allemand de l'Ouest, et donc il n'allait pas totaliser les Allemands de l'Est et de l'Ouest comme une communauté liée intérieurement plus forte que la sienne. Je crois pas, non? Enfin, il faudrait. Tu vois, parce que c'est ça la différence, hein, c'est que il faut que l'observateur il reconnaisse une communauté par exclusion de lui-même, parce que lui-même n'en est pas. C'est ça qui lui permet de dire ah mais ce qui les unit eux, c'est ce qui m'exclut moi. C'est pour ça qu'il voit ce lien, parce qu'il n'est pas dedans. Ou alors il pourrait les rassembler par la langue ou par autre chose comme ça. Supposons qu'ils ignorent qu'ils parlent tous les deux allemand, le tiers pourrait dire révéler quelque chose qu'ils ne savent pas. Bon, ça, d'accord, mais c'est très secondaire. C'est important cette idée, même si littéralement l'exemple ne parle pas nécessairement très bien. C'est important cette idée de quelle est la profondeur des relations, quelles sont les relations les plus profondes entre les personnes en fait. Est-ce que ce sont celles qui sont extérieures et visibles tout de suite, ou est-ce que ce sont justement des déterminations sociales plus importantes, plus profondes, quoi. Je pense que c'est aussi ça qu'il veut mettre en évidence. Bon, mais on va voir comment on transcende les classes sociales la semaine prochaine. Merci.